La plasticité, c'est tout bêtement ce qui est modifiable. Votre cerveau, ce qui se passe dans votre tête, c'est pas fixe. Si tout était figé dans votre tête, vous serez en fait un ordinateur. C'est-à-dire que peu importe ce que vous voyez, vous aurez toujours la même réaction. Ce qui se passe avec la plasticité, c'est que vous avez toujours des réactions différentes, puisque dans votre tête, les choses changent. Donc on va voir ici deux plasticités, qui est la plasticité cérébrale, qui a une échelle supérieure, qui concerne des millions de neurones, plusieurs milliers de neurones, et la plasticité synaptique, qui concerne deux neurones, et la connexion qu'ils ont entre. Donc la plasticité cérébrale peut être définie comme la réorganisation des aires corticales. Alors une aire corticale, c'est une zone de votre cerveau qui est dédiée à une tâche particulière. Par exemple, à l'arrière de votre tête, vous avez l'aire corticale visuelle primaire, c'est celle qui va traiter toutes les informations que vous voyez. Vous avez sur le côté ici l'aire corticale sensorielle qui va traiter les informations lorsqu'on vous touche, lorsqu'on touche la main, lorsqu'on touche le pied, etc. Il est amusant de voir que ces aires corticales, donc par exemple l'aire sensorielle, qui est une partie de votre cerveau qui répond au toucher, est sous-divisée en plusieurs sous-aires. Et c'est ce qu'on peut voir ici, comme étant l'homo oculus, qui est la représentation de l'homme dans le cerveau, dans cette aire sensorielle, où on peut voir quelle zone du cerveau correspond au toucher de la main, quelle zone du cerveau correspond au toucher du pied, etc. Chez le rat, il se passe exactement la même chose au niveau des vibrisses de ses moustaches. On peut voir ici, par exemple, un rat avec une rangée de moustaches qui va de D1 à D6, et on regarde dans son cerveau les aires qui représentent, les neurones qui représentent chaque moustache. Donc chaque rond que vous voyez ici, par exemple le rond bleu D1, représente les neurones qui vont s'activer lorsqu'on va toucher la moustache, lorsqu'on va exciter la moustache D1. Pareil, le cercle jaune, juste en dessous, représente le neurone D2, etc. Il est amusant de voir qu'il existe une somatotopie. Alors ça veut dire que ce qui se passe à l'extérieur du rat, la distance entre la moustache D1 et D2 va être représentée dans le cerveau. C'est-à-dire que le rond bleu et le rond jaune qui représentent D1. On t'entend plus, Alex, là. Ça a été fluide. C'est bon là? Tu reprends la main? Vous m'entendez? Oui, c'est bon là maintenant. Donc reprends sur. Ouais. Il y a une somatotopie. Oui, c'est bon là. Va sur la distance, on a compris. Excuse-moi. Qui est représenté dans le cerveau, et en fait, la même chose que ce qui est représenté à l'extérieur. La zone qui correspond à votre main dans votre cerveau est plus proche de la zone qui correspond à l'avant-bras que de la zone qui correspond au pied, etc. Donc il y a une répartition comme ça des neurones selon l'extérieur de votre corps. Donc cette liaison-là entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur de votre cerveau, ce qu'on appelle la somatotopie. Quand ça concerne l'aire sensorielle, ça s'appelle la somatotopie. Donc qu'est-ce que la plasticité cérébrale a à voir là-dedans? Lorsque l'on supprime toutes les vibrisses, toutes les moustaches du rat, à l'exception d'une seule, on se rend compte que les neurones qui répondent à cette vibrisse sont plus nombreux. Un peu comme si les neurones qui répondaient avant aux autres vibrisses sont allés s'intéresser à la vibrisse numéro D1. Donc là, on a une réorganisation des aires corticales. Au moins au niveau des sous-aires corticales, il y a une réorganisation. Et c'est un peu ce qui se passe chez les aveugles. Vous avez dû entendre parler des aveugles qui ont un toucher plus sensible, une ouïe plus sensible. C'est exactement ça. Leur aire visuelle n'est plus activée, parce qu'il n'y a plus de stimulus visuel, et du coup, elle est dédiée à d'autres fonctions, comme le toucher, comme le goût. Mais la plasticité cérébrale peut aussi agir au niveau temporel. Et je vais illustrer ce propos avec le chant des oiseaux, qui est un petit peu ma passion maintenant, et c'est pour ça que je suis venu dans ce laboratoire. Le chant des oiseaux est très utile pour l'oiseau pour se reproduire. L'oiseau mâle chante des chansons pour séduire la femelle et pour pouvoir se reproduire. Il peut aussi chanter pour défendre son territoire, mais ça n'est petit. Ce chant, il doit l'apprendre. Quand il naît, il ne sait pas chanter. Il sait produire quelques petits sons, mais ce n'est pas un chant. Ça ne va jamais attirer une femelle. Du coup, il doit apprendre. Il y a différentes phases dans son apprentissage. La première phase, c'est la phase sensorielle, où il va écouter un petit peu ce qui se passe autour de lui, les différents adultes qui chantent, et il va sélectionner le chant d'un adulte en particulier. C'est souvent le père, parce que le père, on sait que son chant est efficace, il a réussi à se reproduire. Il va l'écouter et il va s'en faire un modèle dans la tête.
fois qu'il a ce modèle, il va passer à la phase sensorielle et motrice, où là, il va essayer de copier ce modèle qu'il a dans sa tête. C'est-à-dire qu'il va produire des sons, il va garder ceux qui ressemblent au modèle, et il va enlever les autres. C'est ce qu'on appelle l'essai-erreur. C'est-à-dire qu'il va essayer plein de chants, plein de sons différents. Il va garder que ceux qui l'intéressent. Et comme ça, il va devenir de plus en plus spécialisé, et il va arrêter une chanson qui sera stéréotypée, qui ne bougera plus tout au long de sa vie. Pour certaines espèces, cependant, ce chant stéréotypé, qui n'est plus censé bouger au cours de la vie, peut être modifié tous les printemps. Donc le printemps, c'est juste avant la phase de reproduction, c'est juste avant que les oiseaux aient besoin de séduire la femelle. Et chez le canari, par exemple, on peut voir ici, si vous voyez ma souris, un spectrogramme, c'est-à-dire qu'on représente les fréquences du son au cours du temps, parce que le son est une onde composée de plusieurs fréquences, donc on peut présenter les différentes fréquences de ce son au cours du temps. Et on peut voir par exemple ici, tout un jeu de syllabes, qui est la même syllabe, on va dire que c'est la syllabe A par exemple, qui est répétée une dizaine de fois, puis la syllabe B est répétée, elle, une quinzaine de fois, etc. Ça, c'est le chant par exemple du canari la première année. La deuxième année, il va incorporer des nouveaux éléments dans son chant pour avoir un chant encore plus efficace. Alors, en quoi c'est cette plasticité cérébrale? C'est que le canari est incapable de faire ça en hiver. Il faut que des hormones soient libérées dans le corps du canari et agissent au niveau du cerveau pour que le cerveau devienne plastique et que le canari soit capable d'apprendre un nouveau modèle et d'apprendre un nouveau chant. Donc typiquement, la plasticité cérébrale peut être spatiale au niveau du cerveau, mais a aussi un rôle temporel.